Lundi 18 février 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Café Débat, un nouveau numéro, le premier de la semaine. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour ce numéro, nous parlerons essentiellement de l'éducation, le système éducatif guinéen toujours au cœur du débat, au cœur des crises. Et cette fois-ci, ce sont les enseignants contractuels, version 2018, qui ont été recrutés par le ministre Maurice Sangaré pour combler le trou laissé par les grévistes du SLEG, vous vous rappelez, qui sont maintenant dans la rue à la place des enseignants du SLEG et qui s'affrontent au ministre qui les a même recrutés. Comment comprendre cette situation, l'objectif de la grève de ces enseignants contractuels et les bons offices proposés par le syndicat national de l'éducation SNE qui justement en ce moment est en train de faire la médiation entre ces enseignants contractuels qui ont été dispersés en ville pour une première fois, certains arrêtés, blessés, et aujourd'hui dispersés dans la commune de Matoto puisqu'ils ont manifesté ici aujourd'hui, certains aussi arrêtés. Qu'est-ce que fait le SNE dans cette affaire? Il nous en dira. Et puis en parlant toujours du système éducatif, nous allons aussi parler de l'assainissement du fichier de l'éducation qui doit commencer sinon qu'il est en cours. Quelle est la place du syndicat national de l'éducation puisqu'il a été demandé qu'il soit aussi installé aux côtés du SLEG dans cette commission d'assainissement, ou est-ce qu'ils ont été exclus tout simplement? Là aussi nous l'aborderons dans la deuxième partie de cette émission. Pour en parler déjà, j'ai sur ce plateau comme invité M. Pépé Michel Balamou, si vous voulez, camarade Balamou. Il est le secrétaire général du syndicat national de l'éducation SNE. Oui, camarade Michel, bienvenue. Merci Mamadou Diallo. Merci, merci à vos millions d'auditeurs. Merci surtout de la disponibilité. Alors, premier sujet, c'est le cas de ces enseignants contractuels. On a vu que récemment, ces enseignants se sont retrouvés à votre siège, au siège du SNE, une fois pour interpeller le ministre de l'Éducation, interpeller le Premier ministre et même le Président sur leur situation. Après, on les a vus à l'offensive, à Kaloum, une fois, ils ont manifesté. Certains ont été arrêtés, d'autres blessés. Et aujourd'hui, c'est à Matoto, dans la commune de Matoto, où ils ont fait leur sitting. On apprend qu'il y en a qui ont été arrêtés, je ne sais pas combien. Déjà, depuis le cas de Kaloum, dites-moi comment vous suivez cette situation. Qu'est-ce qui a fait que le torchon a brûlé entre Maurice Sangaré, ministre de l'Éducation, et les enseignants contractuels que lui-même a pourtant recrutés? C'est avec indignation, frustration que le SNE observe cette répression barbare qui s'abat sur les enseignants contractuels qui par endroits ont sauvé l'école de la République et en lieu et place des médailles d'honneur pour service rendu à la République, on les délivre des médailles de l'ingratitude pour service rendu à la République. Et je crois que chacun doit savoir raison garder. Et pour savoir effectivement que ces jeunes ont mouillé le maillot pour sauver l'école de la République, pour la sauver d'une année blanche. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez dans les concessions scolaires, les épreuves de composition se sont déroulées, ça veut tout simplement dire que les cours se sont aussi déroulés. Parce que s'il n'y avait pas cours, il n'allait pas avoir pour les 3 premiers mois. Pour les 3 premiers mois, bien entendu. Toutes les écoles publiques de Conakry étaient en composition. Pour un peu revenir au problème qui se pose actuellement et pour répondre précisément à votre question, c'est qu'il y a un déficit de confiance. Un déficit de confiance qui s'établit entre les anciens contractuels. D'abord à partir de leur dénomination. Au moment où ils étaient en train de travailler, on les a appelés enseignants contractuels. Au moment où maintenant on n'a plus besoin de, entre guillemets, on les appelle maintenant enseignants vacataires ou bénévoles. Vous comprenez? Donc cette appellation a créé une certaine frustration à leur niveau. Secondement, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase et la note circulaire du ministre de l'Éducation adressée aux différentes DCE et DPE, leur disant d'intimer au chef d'établissement de remercier les anciens contractuels. Et à l'instant d'attendre à la maison, le moment venu, quand ils auront besoin d'eux, ils vont les faire appel. Ça, c'est la deuxième source de frustration. La troisième source de frustration, c'est au niveau de l'instruction donnée par M. le Président de la République. Parce que dans un conseil des ministres, M. le Président de la République a instruit le ministre de l'Éducation nationale et de la FEDER, M. Maurice Sangaré, de reverser les enseignants contractuels dans le corps enseignant
du fichier de l'éducation. Bien. C'était très clair. Donc, à partir de là, jusqu'à date, M. Maurice Sangaré présente 16 000 enseignants contractuels. Or, la grève du SLEC n'a impacté que sur la base de 7 694 enseignants. Vous comprenez, titulaires. Mais comment est-ce que 16 000 enseignants contractuels peuvent venir remplacer 7 694 enseignants titulaires? C'est paradoxal. Donc, il y a une confusion, il y a une envie de recruter des gens, des assistants, de recruter des stagiaires, de prendre les parents et autres là en lieu et place de ces contractuels. Bien. Donc, voilà la pomme de discorde qui fait en sorte que ces anciens contractuels n'ont plus confiance à M. le ministre de l'Éducation nationale, pensent qu'il a un agenda caché, cet agenda qui va consister à prendre d'autres personnes en lieu et place des vrais méritants en classe. Donc, si vous voyez aujourd'hui qu'ils manifestent, c'est à cause de cela. Bien. Mais nous, au niveau du SNE, nous avons décidé de leur faire comprendre la nécessité que nous sommes un syndicat pacifique, nous sommes un syndicat de proposition et non d'imposition. Nous passons par des méthodes pacifiques. Nous allons leur dire de mettre bas la terre à partir de l'instant. Dire à qui de mettre bas la terre? De dire aux anciens contractuels de mettre bas la terre, parce que ces menaces, ces représailles qui s'abattent sur eux, parce que pour votre information, aujourd'hui, il y a 16 arrêtés. 16 arrêtés. 16 arrêtés, 16 enseignants contractuels arrêtés. Lors de leur sitting de Matoto, leur là. sitting d'aujourd'hui, devant la DCE de Matoto. Je viens de là-bas actuellement, j'aurais voulu qu'ils soient libérés. Et je sais qu'on est en train de mener la négociation pour qu'ils soient libérés en commun accord avec M. le DCE, M. Daouda Doumbouya. Et ces 16, il y a 6 femmes, 10 hommes. Bien. 10 hommes. Donc, voyez-vous que c'est. Donc, même les enseignantes n'ont pas été épargnées. Même les enseignantes, même les enseignantes donc, en état de grossesse n'ont pas été épargnées. Donc, j'ai été les voir au niveau de la prison. Et les femmes sont en garde à vue, les garçons sont en prison. Mais nous sommes en train de travailler à leur libération. Et je crois que le commandant n'était pas là. À son retour, nous essaierons de mettre les bouchées doubles avec M. le DCE Daouda Doumbouya pour que l'on puisse bénéficier de leur libération. Vous avez parlé tout à l'heure de la pacification de la démarche des anciens contractuels, qu'ils mettent bas la terre, mais en même temps, comment vous voyez le fait que le président de la République ait donné une instruction claire au ministre Maurice Sangaré de se pencher sur la situation de ces jeunes enseignants contractuels en les reversant dans le personnel enseignant, en passant bien entendu par un certain nombre d'évaluations pour voir ceux qui sont aptes à être pris. Mais depuis là, le ministre ne fait rien. Non seulement il ne les a pas reçus en réunion, c'est vrai qu'il les a reçus une fois, mais il paraît que le ton n'était pas du tout favorable à la négociation. Il leur a dit, on a besoin de tel nombre et je ne suis pas obligé de vous prendre. Et donc, les jeunes essaient d'attirer son attention. C'est là qu'ils sont venus à votre siège pour alerter. Jusque-là, le ministre ne les a pas appelés. Ils sont allés à Kaloum une fois pour un sitting. On a vu comment ils ont été dispersés, certains blessés. Il a fallu que vous veniez aussi pour les faire libérer. Et aujourd'hui, c'est une deuxième situation de confrontation. Là, est-ce que vous voyez vraiment le signe chez Maurice Sangaré de respecter ces consignes d'Alpha Condé, alors qu'il lui a quand même donné ces consignes-là, comme vous venez de le dire? Nous avons foi en la décision du président de la République, parce qu'il a déjà fait une fois avec les contracteurs de 2016-2017 qui ont été engagés à la fonction publique. Il a instruit au ministre d'alors de les engager à la fonction publique. Et lorsque Kaokare est venu, directement, ils ont été automatiquement engagés à la fonction publique. Donc, nous avons foi. C'est que le problème de M. Maurice Sangaré, c'est qu'il est nouveau dans ce département. Il est venu de l'intérieur. Il ne maîtrise pas fondamentalement, il n'a pas la même mise sur le dossier du ministère de l'Éducation nationale. Et alors, il est entouré d'esprits malins qui le tirent par les oreilles, par-ci, par-là, pour le faire comprendre qu'il faut agir ainsi, il faut faire ci, cela. Donc, pratiquement, il a embrouillé. Alors, mais comment comprendre? Je comprends qu'ils ne connaissent pas le ministère, qu'ils ne maîtrisent pas tous les couloirs de ce ministère, les secrets, mais le président, le chef de l'État, a donné une consigne. Alors, mais si, au lieu d'appliquer cette consigne, il est en train de faire la sourde oreille, et qu'on est en train même de disperser ces enseignants, de les molester en ville, à Kaloum et à Matoto, est-ce que ça veut dire, soit il n'y a pas eu de consigne de la part du président, soit le ministre est en train d'ignorer clairement les consignes du président? Qu'est-ce que vous pensez de ça en tant que structure qui est en train de faire de la médiation, c'est-à-dire le SNE? Dans l'un ou dans l'autre des cas, M. Mamadou Ouri Diallo, c'est que vous devrez comprendre que la consigne du président était très claire et ferme, et c'est par voie officielle.
par le porte-parole du gouvernement qui rendait compte des activités du Conseil des ministres. Donc, c'est pas dire que les consignes sont là, les consignes sont très claires. Alors, et c'est la voix officielle de la première autorité de l'État qui a demandé au ministre, qui a instruit à son ministre, de les engager. Bien. Maintenant, le problème, c'est que le ministre même ne maîtrise pas le dossier. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ils ont dans leur escarcelle 16 000 enseignants, supposés enseignants contractuels. Or, sur le terrain, les enfants eux-mêmes, les enseignants contractuels eux-mêmes, ont fait en quelque sorte leur propre recensement. Bien. Ils sont revenus à 7600 et quelques enseignants contractuels. 7200 et quelques enseignants contractuels. Donc, il leur reste 3 préfectures non encore recensées. Donc, nous attendons que cela soit finalisé. Et on sait que ça ne va même pas atteindre les 8000. En réalité. En activité pédagogique, sur le terrain, en réalité. Vous comprenez? C'est ce qui rend c'est ce qui explique la délicatesse de ce dossier de contractuels. Vous savez, les gens profitent pour intégrer dans cette liste-là leurs parents, leurs copines, leurs cousins, leurs nièces, et d'autres même vont prendre des sommes sonnantes et trébuchantes, 15 millions à certains, pour les faire engager. On a vu le cas pour les enseignants contractuels, vous-même vous étiez là, on leur a dit de faire un test. À l'issue du test, il n'y a que 36 enseignants contractuels admis sur 1000 et quelques. Maintenant, le reste, c'est d'autres personnes qu'on a eu à prendre. Et ces gens-là sont partis. Certains se sont confiés même aux chefs d'établissement qui ne peuvent même pas enseigner. Que donc de les aider à trouver des jeunes volontaires qui vont sous-traiter avec eux c'est-à-dire pour partager le salaire. Donc, ces gens-là sont nombreux dans l'éducation. Donc, on n'est pas opposé à l'esprit du test. Mais on est opposé à la garantie, c'est-à-dire qu'on doute de la crédibilité de ce test qui va être organisé. Donc, en lieu et place de ces anciens contractuels qui ont mouillé le maillot pour sauver l'école de la République, on soupçonne le MENA et la fonction publique d'ailleurs, surtout la fonction publique qui a la charge d'organiser ces tests-là, de prendre d'autres personnes en lieu et place de ces gens-là. Et ce n'est pas exclu. Donc, si c'est un test qui est fermé, c'est-à-dire que la liste qui sera déposée par ces anciens contractuels, si on se limite seulement qu'à ces enseignants-là et on organise un test fermé, qui n'est pas ouvert aux autres personnes, donc je crois qu'on peut tamiser la chose et trouver de bons grains de livret. Donc le problème aujourd'hui, c'est que ces enseignants contractuels savent exactement entre eux qui sont ou qui est enseignant contractuel. Oui. Ils ont dressé une liste pour cela. Oui. Ils veulent que le ministre Maurice Sangaré travaille sur la base de cette liste. Mais Maurice Sangaré, lui, il a toute une autre liste. Qui d'ailleurs qui fait 16 000 enseignants contractuels. 16 000 enseignants contractuels. Alors que là, tout le monde sait que les salaires gelés, c'était 7 600 et quelques enseignants titulaires. Mais comment on peut recruter 16 000 enseignants contractuels pour remplacer 7 694 enseignants titulaires? Bien. C'est paradoxal. Alors, déjà, 2 questions pour terminer donc cette première partie. Le SNE, votre syndicat, est aujourd'hui en train de jouer un peu la médiation entre ces jeunes enseignants contractuels et le ministère de l'Éducation. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça arrive, pour qu'il y ait une solution? Déjà, que pensez-vous de ceux qui pensent que oui, ces jeunes contractuels aujourd'hui sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé parce qu'ils se sont fait naïvement exploiter par le ministère de l'Éducation pour faire mal aux enseignants du SLEG qui étaient en train de gréver à l'époque. Donc c'est un peu le résultat de ce qu'ils ont sémé qui leur revient. Deuxièmement, votre médiation va aboutir à quoi? Non seulement pour la libération de ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui et trouver une solution à ce problème avec le ministre de l'Éducation. Les gens ont une mauvaise lecture de la situation. On ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Mais en même temps, on dit qu'eux aussi se réjouissaient. On dit qu'eux aussi se réjouissaient du malheur des gens du SLEG à l'époque. Oui, on le sait, mais ils ne se sont pas réjouis. C'est une grille de lecture. Aujourd'hui, on est en train de parler du recrutement dans l'armée. C'est qu'il y a un manque d'emploi dans le pays. Donc, dès lors qu'il y a une offre d'emploi, les gens ne regardent plus les tenants et les aboutissants. C'est une nécessité. Ils saisissent l'opportunité. Ils saisissent l'opportunité. Ces jeunes ont saisi l'opportunité. Et dans le discours de M. Maurice Sangaré, c'est de dire que ce recrutement n'avait rien à voir avec la grève. Qu'il y ait grève ou qu'il n'y ait pas grève, c'est que l'État était dans un besoin de recrutement. Et dans la ligne du budget de l'éducation nationale, il était prévu le recrutement, il est même inscrit, le recrutement de 3500 enseignants. C'est que ça, c'est budgétisé pour l'exercice 2019. Vous comprenez? Donc, il a dit qu'il y a un manque criard. Et aujourd'hui, nous, au SNE, on croit en cela. On croit en cela d'autant plus que la Guinée est l'un des rares pays aujourd'hui
où vous avez encore des enseignants communautaires, c'est-à-dire des enseignants qui travaillent et que les communautés les payent. La Guinée est l'un des rares pays aujourd'hui où vous trouvez encore des classes multigrades, c'est-à-dire qu'un seul enseignant enseigne dans 2 classes. Première année, deuxième année, un seul enseignant. Troisième année, quatrième année, un seul enseignant. Cinquième année, sixième année, un seul enseignant. Donc, au primaire, vous n'avez que 3 enseignants dans les districts. Dans certaines sous-préfectures, 3 enseignants. Vous avez vu? Pour là où on devrait avoir 6 enseignants, on réduit ça en 3 enseignants. La Guinée est l'un des rares pays au monde aujourd'hui où un seul enseignant dispense 3 matières. En province, quand vous partez, vous avez un professeur qui est professeur de français, qui est professeur de philosophie, en même temps professeur d'économie. Un autre est professeur d'histoire, géographie et d'éducation civique et morale. Par manque de professeurs, quand vous êtes professeur de français, bon, tu peux enseigner philo, tu peux enseigner économie. Donc vous êtes obligé de prendre toutes ces heures-là. Donc ce gap-là est là. La Guinée est l'un des rares pays aujourd'hui au monde où l'enfant guinéen dans les zones rurales est obligé de se déplacer sur 5 à 10 km le matin pour venir dans une école primaire ou dans un collège. Il y a des sous-préfectures même. Donc le gap sur le déficit d'enseignants, le besoin est là. Mais il suffit de la volonté. Et pour qu'il y ait de la volonté, il faut rehausser le budget consacré à l'éducation, qui n'est qu'à 13 à 15%, alors que dans la sous-région, la moyenne c'est 35 à 40%. Donc voilà un peu le problème. Donc, par rapport maintenant à notre médiation, nous sommes en train de travailler, parce que nous ne voulons pas aller faire du populisme au niveau ou bien de faire du matu-vu devant les autorités. Nous voulons mener cette offre de médiation sur la base des éléments concrets. Donc comme il reste 3 préfectures, nous avons dit de finir avec les 3 préfectures. Ces enseignants contractuels. Des enseignants contractuels. Ils sont eux-mêmes en train de faire ils ont remonté toutes les listes. Il ne reste que 3 préfectures sur les 33 et les 5 communes de Conakry. Il ne reste que 3 préfectures. Lorsque la liste de ces 3 préfectures sera remontée, alors ils vont combiner, ils vont avoir une base de données très solide. C'est sur la base de ces données-là que nous irons maintenant vers le département pour leur dire voilà, vous parlez de 16 000, mais sur la base de recensement des enseignants en activité pédagogique contractuelle, j'allais dire, alors voilà ce qu'on a trouvé. On va confronter les chiffres. Et là maintenant, nous allons leur demander de mettre en place une commission. Comme on est en train de le faire avec une commission de, comment on appelle ça, d'assainissement du fichier de contractuels, parce qu'il y a un besoin d'assainissement. Si déjà les contracteurs ils ont trouvé 7 000 et quelques, et que le gouvernement, le ministre 16 000 et quelques, donc il y a lieu d'aller sur le terrain, de voir effectivement, à travers les chefs d'établissement, à travers les différents DPE et DCE, nous pouvons savoir effectivement quel est l'effectif réel existant sur le terrain. C'est la seule solution nous permettant de sortir de cette situation. Sinon, il ne faudrait pas que l'on sacrifie ces jeunes qui ont sauvé l'école. Donc avant la fin de ce processus de recensement que les enseignants contractuels sont en train de faire eux-mêmes, pour savoir qui ils sont, combien ils sont. Déjà, aujourd'hui, il y en a qui sont en prison, parce qu'aujourd'hui, ce matin, ils ont décidé de manifester devant la DCE de Matoto, où vous dites que 16 d'entre eux ont été arrêtés. Alors, dans quelles conditions ils étaient arrêtés? Est-ce qu'il y a des blessés, mal arrêtés, avec beaucoup de violence? Et comment vous faites pour qu'ils soient libérés? Ou est-ce qu'ils sont déjà libres à l'instant T? Bon, nous sommes en train d'y travailler, et je crois que la libération serait seulement dans quelques minutes. Nous sommes rentrés déjà en contact avec le commandant adjoint de la police où il se trouve. Il dit d'attendre l'arrivée de son commandant et on va l'attendre ici nuitamment, et même s'il sera là, et on fera tout pour les libérer. Je dirais que la garantie de libération est déjà là. Mais comme on vous le disait tantôt, nous allons maintenant prendre une nouvelle orientation stratégique à cette lutte. Il faut aller d'abord sur la base pacifique, sur une base pacifique, entendre les autorités sur cette question épineuse, et pourquoi même pas essayer d'avoir une audience avec le président de la République pour plaider en leur faveur. Parce que la problématique, si vous me permettez de mettre, de préciser ce point, la problématique chez ces enseignants contractuels est qu'ils ne sont pas contractuels dans le vrai sens du mot. Parce qu'ils n'ont est appelé contractuel celui-là qui bénéficie d'un statut de contractuel. Donc il y a un arrêté pris par monsieur le ministre qui le déclare contractuel. Est appelé contractuel celui qui a un numéro matricule de contractuel et qui bénéficie d'une rémunération financière à hauteur de 470 000 francs. Même la prime d'encouragement qu'on leur a donnée, c'était 400 000 francs, en dessous même du SMIC, qui est à 440 000 francs. Vous comprenez? Donc il y a un problème. Et même ces primes d'encouragement-là, certains n'ont pas encore bénéficié de
ces primes-là. Vous comprenez? Donc ce problème est tellement épineux qu'il faut faire preuve de finesse, d'habileté dans le traitement de ce dossier, parce qu'ils ne sont pas en situation de classe, ils ne sont pas titulaires des cours comme les anciens contractuels. Donc c'est pourquoi nous leur faisons comprendre que c'est un plaidoyer, ce n'est pas une imposition. Bien. Nous sommes un syndicat de proposition, nous allons plaider le gouvernement pour service rendu à la République de daigner au moins voir leur situation graduellement. On peut avoir besoin d'eux 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut enclencher un processus d'intégration progressive et temporaire à la fonction publique. Donc je sais que c'est ce plaidoyer que nous allons faire au niveau de la partie gouvernementale pour que cette situation soit décrispée pour le bonheur de ces enseignants qui sont battus pour la République. Voilà, on verra bien comment est-ce que cette phase de rapport de force entre le ministre de l'Éducation, Maurice Sangaré, et les enseignants contractuels que lui-même a pourtant recrutés, comment est-ce que ça va se terminer? On verra on va dire la suite des événements. D'ici là, on va aborder un autre aspect de l'actualité liée à l'éducation dans notre pays, l'assainissement du fichier. Vous vous rappelez, après la grève du SLEG, il a été demandé, entre autres points de l'accord, de procéder à l'assainissement du fichier de l'éducation. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours à mes côtés comme invité du jour, Pépé Michel Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Avec lui, nous parlions tout à l'heure de la mésentente, le malentendu, voire même le rapport de force entre le ministère de l'Éducation et les enseignants contractuels. À présent, on va parler de l'assainissement du fichier de l'éducation. Je l'ai dit, après la grève du SLEG, un des points du protocole d'accord, c'était l'assainissement du fichier. Et je crois que c'était un des points majeurs. Aujourd'hui, où en sommes-nous? La commission a été constituée, mise en place. On n'a pas vu les représentants du SNE, donc de votre syndicat. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas que vous figuriez finalement dans la commission d'assainissement? Rien ne s'est passé, en termes clairs pour vous répondre, rien ne s'est passé, d'autant plus que la mise en place de cette commission obéit à l'accord du protocole tripartite du 10 janvier entre le gouvernement, le SLEG et l'USTG. Et je crois que la mise en place de ce protocole d'accord obéit fidèlement à ce protocole d'accord. C'est-à-dire nous, au SNE, nous l'avons salué. Vous comprenez? Non, vous ne l'avez pas salué, non, vous avez voulu figurer. Vous avez voulu figurer dans la commission. Jusqu'au bout de ma logique. Bon, allez-y. Nous avons salué l'accord, vous allez dire. L'accord. L'accord instaurait un climat social apaisé et le retour de la stabilité dans nos concessions scolaires. Comprenez? Maintenant, le point d'achoppement entre le SLEG et les autres structures syndicales portait sur le point 2 qui portait également sur l'assainissement du fichier de l'éducation. Parce que nous avons dit qu'il n'est pas normal que le SLEG à lui seul aille toiletter un fichier dont les enseignants ne relèvent pas seulement de sa structure syndicale. Et là, nous avons essayé de nous informer au niveau de la partie gouvernementale qui nous a fait comprendre que c'est un comité de pilotage qui est mis en place. Donc ce comité de pilotage, c'est comme un comité de veille, de contrôle et de supervision auquel le SLEG va appartenir. Et que ce ne sont pas les gens effectivement qui iront sur le terrain qui vont être des enseignants. Aucun enseignant ne sera recenseur. Et ils ont mis en place d'autres commissions composées de 24 inspecteurs. Et le SLEG aussi a haussé le ton, que ça a été dit comme une commission paritaire. Il faut aussi qu'il y ait 24 inspecteurs, dont Abouakar Souma a dit les mettre sous serment, comme il a fait avec la Fatia également. Donc, et à l'heure d'aujourd'hui, nous apprenons, je vais mettre ça au conditionnel, qu'il aurait été décidé
Et que ni maintenant les 24 inspecteurs de la fonction publique, ni les 24 autres inspecteurs du SLEG ne seront maintenant associés à cette démarche. Ce qui va être fait, c'est qu'on va recruter d'autres personnes neutres qui vont aller faire le travail et que les structures syndicales seront là maintenant pour jouer un rôle de supervision. Et comme il est dit dans l'accord que le gouvernement mettra à la disposition du SLEG des ressources économiques, le gouvernement tentera de leur remettre des ressources économiques pour leur permettre de veiller à la supervision au travail qui va s'effectuer sur le terrain. Mais nulle part, un enseignant du SLEG ne sera pris comme recenseur. Ils seront des superviseurs. Et donc nous aussi, pour votre information, nous avons formé une intersyndicale de l'éducation. Une intersyndicale de l'éducation composée du SLEG version Kadiatouba, de la FSP, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, et du SNE dont j'ai la charge de diriger. Donc nous sommes en train... C'est une confusion que de continuer de travailler avec un autre SLEG. Bon, ça c'est un autre débat de l'égalité. Il n'y a pas un autre SNE. Il n'y a pas un autre SNE. Mais aujourd'hui, toute structure syndicale, je sais que le SLEG, les deux SLEG se retrouveront pour laver leur linge quand ce vent-là va passer, comme il est de même aussi au niveau de l'USTG. Donc, c'est une cacophonie qui règne aujourd'hui au niveau du monde syndical. Donc, nous avons une intersyndicale et cette intersyndicale est en train de travailler sur le comment de la participation de cette intersyndicale dans le processus de toilettage du fichier de l'éducation. Donc, nous allons faire des déclarations, et déclarations à l'issue de laquelle nous allons écrire un mémorandum que nous allons adresser à la partie gouvernementale pour dire que ce recensement ne peut pas se faire sans nous. Et je sais que nous avons des répondants et nous n'allons pas être trop bavards sur ce que nous sommes en train de mener actuellement. Et nous allons communiquer sur les résultats après et vous en serez suffisamment informés. Donc si entre-temps le ministère ou bien le gouvernement a décidé qu'aucun enseignant, aucun membre des structures syndicales ne sera sur le terrain dans les commissions de recensement et qu'il y aura un comité de supervision. C'est là où maintenant les structures syndicales peuvent être, notamment le SLEG. Tout à fait. Et je trouve que même dans ce comité, vous autres ne figurez pas. Donc si vous devez vous battre, ce sera dans ce cas de figurer dans ce comité de supervision. Mais or, Aboubacar Souma, donc le SLEG, est opposé à la présence de toute autre structure syndicale qui n'est pas prévue par l'accord, qui ne s'est pas battu pour cela. Donc vous, il n'est pas prédisposé à vous recevoir, à vous avoir à ses côtés. Comment vous allez pouvoir faire pour qu'on vous accepte dans cette commission? Déjà que vous avez été exclu dès la mise en place de la première commission, donc du premier comité. Non, bon, nous on n'est pas... Bon, exclu c'est trop dire, c'est... la commission mise en place obéit une fois de plus à l'accord du 10 janvier. Cet accord est tripartite. Mais nous n'allons pas accepter que cette conception de Souma soit... prise comme une lettre à la poste. Et comment vous allez faire pour vous intégrer? D'autant plus qu'il travaille avec le gouvernement. Le gouvernement n'était pas en grève. Je dis que nous n'étions pas en grève, mais le gouvernement aussi n'était pas en grève. Ce qui est beaucoup plus ridicule dans ce cadre-là, c'est qu'ils oublient que c'est le gouvernement qui a le pied sur l'aiguille. Donc si eux, ils acceptent de travailler avec le gouvernement, et refuser de travailler avec une structure syndicale, c'est un peu égoïste, c'est un peu exprimer de la haine viscérale à l'endroit des structures syndicales. Et cela est fait à dessein, parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons en contact avec les enseignants à la base, pour essayer de récupérer certains enseignements jadis acquis à leur cause, qui aujourd'hui sont déçus du fait que dans cet accord politique, nulle part il n'est mentionné les 8 millions. Donc ils veulent toujours montrer le monopole syndical, la dictature syndicale, pour dire que c'est eux seulement qui existent comme syndicats, étant donné que nous aussi nous existons et nous avons le droit d'exister, et nous allons mettre ce lobbying là, comme je l'ai dit, on est maintenant en intersyndicat de l'éducation. Nous allons faire en sorte, comme le gouvernement nous a adressé des correspondances, que nous répondons à ces correspondances, et dans ces correspondances il est dit d'apporter nos contributions à la réussite de cet assainissement. Donc nous sommes en train de rédiger un mémorandum pour la circonstance et déposer au niveau de la primature pour donner notre part de contribution quant à la réussite de ce recensement. Et pour ouvrir une parenthèse, c'est qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de ce recensement va partir sur la base d'un travail préalablement fait déjà par Dr Banoubari, qui est d'ailleurs désigné comme le président de la commission actuelle. Du comité de supervision ou de la commission
de la commission de pilotage. Vous comprenez, la commission tripartite composée de 10 personnes, de 20 personnes, 10 du gouvernement, 10 du syndicat. Vous comprenez? Donc, et préalablement, comme je le disais, il avait déjà fait un travail qui a sorti plus de 11 149 fictifs, cas supposés fictifs. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, selon les indiscrétions, on aurait plus de 3500 cas d'accords non justifiés parmi les 11 000. Vous comprenez? Mais le problème, justement, c'est quoi? C'est que les gens sont à la fonction publique, ils sont rentrés par l'éducation, mais aujourd'hui, ils occupent d'autres fonctions. Vous allez prendre aujourd'hui, tous les sous-préfets sont des enseignants. Les 70% des députés sont des enseignants. Regardez, prenez la députée nationale de l'UFDG de l'ABI, Fatoumata Tata, qui était proviseure à Ogumburo. Elle est enseignante. Même Aliou Kone, qui est le secrétaire général de l'UFDG, c'est un enseignant. Les attachés d'ambassade, les attachés culturels d'ambassade et autres, là, les députés, beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui sont des enseignants. Donc, ils ont leur salaire au niveau de l'éducation, mais ils occupent d'autres fonctions ailleurs. Et d'autres salaires sont pris, ou bien d'autres primes qui sont liées à cela. Si vous avez vu le recensement de Bano, les cas au carré, c'est considéré comme des fictifs. Même Maurice Sangaré, même son secrétaire général, même son chef de cabinet. Donc ça veut dire que c'est un travail qui est déjà fait par Dr Bano. Juste, c'est pour aller sur le terrain, contenter le SLEG et vérifier un tour de rôle. Aller en touriste et puis chercher à voir. Vous pensez qu'ils iront en touriste, que tout est déjà fait? Bon, c'est ce que j'en vois, parce que déjà rien ne sera fait. En dehors du travail que Bano a déjà fait. Et dans ce cas, pourquoi vous voulez forcément alors venir là-dedans? Nous voulons y être à l'intérieur parce que nous avons déjà nos enseignants qui portent confiance en nous, qui nous disent mais comment est-ce que nous pouvons être une structure syndicale et qu'une seule structure syndicale s'impose dans l'échiquier syndical national et impose cette déshydratation et que le gouvernement s'arc-boute sur cela. Donc c'est une faiblesse de l'État et si nous aussi nous acceptons, c'est une faiblesse. Donc ça va nous décrédibiliser sur le terrain, ça permettra à nos mandats, à nos militants de dire que nous ne valons absolument rien. C'est pourquoi nous aussi nous nous battons dans ce sens. Alors, qu'est-ce que vous dites donc des remous qu'il y a eu déjà autour de ce recensement? Je crois que ça n'a même pas encore commencé sur le terrain, mais on a appris que le ministère de l'Éducation, ou sinon que le ministère de la fonction publique a décidé de transférer certains qui étaient considérés comme des enseignants du fichier de l'éducation et les ventiler dans d'autres départements ministériels. Or, ils étaient considérés comme des enseignants. En même temps, on dit que ce sont des communicants du RPG. Ce sujet-là aussi, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, c'est une liste qui comprend 54 enseignants. Et parmi ces enseignants, moi je connais beaucoup qui étaient en pratique de classe. Certains moments étaient un ancien élève à moi. Je crois que dans ce pays, il faut cesser de peindre tout en politique. Bien. Il faut cesser de peindre tout en politique. Ces jeunes sont des jeunes qui ont travaillé sur le terrain. Mais je crois que par rapport à leur activité de communicants, comme vous venez de le dire, ils n'avaient pas suffisamment de temps pour rester au département et dans les classes. Un premier temps, on les a ventilés à la Direction nationale de l'éducation civique. Ils étaient tous au niveau de la Direction nationale de l'éducation civique. Et il y en a qui n'ont pas exprimé le désir d'y rester. Vous comprenez? Bon, ceux qui n'ont pas exprimé le désir d'y rester, on leur a demandé d'où ils veulent partir. Donc, ils ont fait leur choix. Donc, je crois que c'est une coïncidence. Malheureusement, vraiment, c'est une coïncidence? C'est une coïncidence, ça je vous le dis en vous regardant dans les yeux, c'est une coïncidence. Ce dossier, j'étais beaucoup plus imprégné, parce que ceux qui sont dedans, beaucoup sont mes anciens élèves, certains sont mes amis avec qui j'ai enseigné, et qui, depuis longtemps, n'étaient plus en classe. Je vous dis encore, ils étaient au niveau de la Direction nationale de l'éducation. Justement, ils n'étaient plus en classe. Ils n'étaient plus en classe. Mais les privilèges, les salaires étaient accordés. Non, mais ils étaient postés dans une direction nationale. C'était une direction nationale. Donc, on peut ne pas être en classe, mais si on est en activité, pas maintenant en classe, mais ils occupaient des... Ils étaient dans une direction nationale. Ils étaient une direction nationale, on appelle la Direction nationale de l'éducation civique. Donc vous pensez c'est de cette direction maintenant, on a demandé, certains sont jusqu'à présent là-bas. Ceux qui ont manifesté le désir d'aller ailleurs, mais il est des prérogatives du ministre, même à l'instant. Donc vous pensez que ce n'est pas une non, ça va pas affecter, non, ça va pas affecter 54. L'État a toute la puissance publique pour agir. À n'importe quel moment, il pouvait attendre après ce moment-là pour le faire, il pouvait le faire avant. C'est pourquoi je vous dis que ça a été une coïncidence. Ça a été une coïncidence. Le changement de département s'est fait en longueur de journée. Même à l'instant où nous sommes en train de parler, vous allez voir demain, certains vont aller au ministère de la fonction publique pour changer de département. Moi, je crois que ça, ce n'est pas un problème. Alors, pour revenir un peu à nos moutons, en parlant de
de l'assainissement du fichier de l'éducation. Vous dites que il paraît que le gouvernement finalement a décidé que les structures syndicales ne seront que dans un comité de supervision du travail de terrain, mais ils ne seront pas sur le terrain. Pensez-vous que le SLEG va l'accepter? Et si vous devez intégrer aussi le processus, est-ce que vous allez l'accepter? Que vous soyez juste à Conakry et que les autres aillent faire le travail sur le terrain et que vous ne soyez pas exactement là, même si vous devez venir après pour faire un travail de contrôle, mais tout est possible, on aura tout arrangé sur le terrain, on aura tout maquillé et puis vous venez tout simplement, vous ne pouvez pas vérifier. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Bon, rien ne cloche, d'autant plus que le SLEG ne s'est pas encore plaint. Et ni la partie gouvernementale, s'il y a une plainte, c'est... Peut-être qu'elle n'a pas encore appris la nouvelle que vous venez de dire. Non, moi je dis, c'est à notre niveau où il y a la plainte. La plainte est que il y a de ces critères que l'on va définir quand on va se rencontrer en intersyndical. Nous allons porter la voix et interpeller la partie gouvernementale pour dire que nous opposons un non catégorique quant à cette façon d'agir. Vous comprenez? Il faudrait que nous soyons pris en compte, et quand on est pris en compte, c'est dans une certaine efficacité, effectivité. Nous n'allons pas partir pour faire valoir ou pour seulement pour y figurer, pour lui faire de la figuration très bien, mais nous allons y être pour vraiment agir sur le processus, ce processus de veille. Nous n'allons pas être acteurs du processus, mais nous allons veiller à ce que les enseignants qui ont porté confiance pour se syndiquer au niveau du SNE ne soient pas victimes d'arbitraire, ne soient pas victimes de règlement de compte. C'est la vocation essentielle qui sous-tend notre démarche quant à notre volonté. Parce que vous pensez que certains qui sont syndiqués à votre syndicat pour faire un peu de pléonasme peuvent être victimes de règlement de compte de la part des autres? Non, pas forcément cela. Il n'y a pas de risque zéro dans tout ce qu'on entreprend. Vous comprenez? Et comme il n'y a pas de risque zéro, c'est pourquoi nous nous évertuons à avoir une case d'éveil par rapport à ces activités, et nous sommes même prêts à nous investir volontairement. Et il suffit que les autorités nous en donnent. Et si jamais vous n'êtes pas du tout pris en compte, vous n'êtes pas intégré ni au comité de veille, de supervision, du recensement pour le fichier, ni au travail du terrain, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez démobiliser vos enseignants syndiqués sur le terrain, à la base? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau, et je vous ai dit que je ne vais pas être trop bavard. Et je ne serai pas trop bavard sur ce point, d'autant plus que nous donnons encore une chance aux négociations. Et nous allons nous rencontrer en intersyndical pour peaufiner les stratégies et des orientations stratégiques que l'on va défendre au niveau de la partie gouvernementale, pour voir quelles sont les chances que l'intersyndical pourrait avoir pour pouvoir participer à ce toilettage du fichier. Mais ce qui reste sûr, c'est que nous y participerons. Bien. Directement ou indirectement, l'intersyndical sera partie prenante à ce toilettage du fichier, parce que nous avons dit tout recensement qui se fera pour nous, sans nous et contre nous. Mais pendant ce temps, il y a quand même un petit silence qui règne autour de ça. On ne sait pas exactement, c'est vrai, on a mis un comité, et le SLEG est représenté, l'USTG, mais on ne sait pas quand est-ce que les choses vont être officiellement lancées. Est-ce que ça a commencé? Il y a un petit silence autour. Est-ce qu'il y a un calendrier qui est annoncé? Ou bien vous êtes, comme même vous aussi, vous êtes dans le flou? Rien n'est clair? Absolument, tout le monde est dans le flou, parce que, d'ailleurs, à être très clair avec vous, si vous nous demandez au niveau de l'intervention, on ne voit pas l'opportunité de cette démarche, d'autant plus qu'on vient de sortir d'une grève qui a affecté tant mieux que mal le système éducatif. Donc l'heure devrait être au rattrapage des cours, mais aujourd'hui, tel que prévu dans le protocole, aucun rattrapage de cours. Les rattrapages ne sont pas en cours? Non, allez dans les écoles, vous ne voyez aucun rattrapage. Parce que le ministre lui-même a précipité les évaluations, ce qui a été dénoncé. Oui, justement, il n'a pas précipité les évaluations, parce que les évaluations ont été faites sur la base des cours dispensés dans les zones qui n'ont pas été affectées. Les zones de Bokeh, par exemple, de Télémélé, de Bofa, de Pita et la Moyenne Guinée ne sont pas en composition, ils sont en cours intense aujourd'hui. Donc les zones qui n'ont pas été sérieusement affectées par la grève, ce sont les zones dans lesquelles les compositions ont été organisées. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas intérêt que ça chapeaute ce processus de toilettage, d'autant plus qu'il y a une fragilité de la stabilité dans nos concessions scolaires.
les enseignants qui n'ont pas obéi au mot d'ordre de grève sont démotivés parce qu'ils disent qu'eux, ils ont travaillé sous la pression pendant 3 mois et que ceux qui n'ont pas travaillé ont bénéficié des 3 mois de salaire. Secondement, ceux qui ont été en grève sont revenus réduits parce que les 8 millions, aucun franc n'a été obtenu sur la base des 8 millions, donc ils sont démotivés. Le troisième cas des démotivés aussi, ce sont les enseignants contractuels qui pensent être victimes d'une certaine ingratitude parce que déjà l'État a vu le retour. Donc aujourd'hui, il y a tout un cocktail explosif qui est là et que demain, même si c'est un mendiant qui demanderait aujourd'hui à aller en grève au niveau du secteur de l'éducation, tout le monde va le suivre parce que les gens sont déçus. Bien. Ceux qui ont soutenu le gouvernement, ceux qui étaient avec le SNE, ceux qui étaient avec le SLEG, ceux qui étaient avec les contracteurs, chacun aujourd'hui est frustré par la manière, par la méthode d'approche du gouvernement. Alors il faut que le gouvernement sache désormais gérer les crises. Il ne faut pas apporter des solutions conjoncturelles aux problèmes structurels. Le gouvernement, au lieu de résoudre les crises, il est en train de les déplacer. Et donc, pour terminer, est-ce que Maurice Sangaré est le ministre qu'il faut pour nous faire passer cette période de crise intense? Ah, là, c'est une question très épineuse. Je crois que Maurice Sangaré a été nommé sur la base du pouvoir discrétionnaire du président de la République qu'il exerce par décret. Il revient au président de la République de voir. Mais selon vous, est-ce que c'est l'homme qu'il faut? Est-ce qu'il gère la situation? Bon, je ne sais pas. Je sais que le plateau de Café Débat n'est pas un tribunal où je dois juger. Non, c'est donner votre avis. Administratif, votre avis. Ou bien d'une incapacité d'un ministre à vouloir gérer le département. Il revient au président de la République qui seul sait pourquoi il a nommé et comment il a nommé. Je ne vous amène pas à dire à Alpha Condé de l'enlever, mais est-ce que, en tant qu'acteur du domaine, vous pensez qu'il est à la hauteur des crises que nous connaissons aujourd'hui? Bon, le problème fondamental, moi je ne vais pas personnaliser le débat, c'est que le secteur de pré-universitaire est un secteur qui souffre de leadership. Parce que regardez aujourd'hui au niveau de l'enseignement technique et professionnel, il n'y a jamais eu de perturbation. Au niveau de l'enseignement supérieur, il n'y a pas de perturbation. Donc, il y a un problème d'homme. Il y a un problème de leadership, de proactivité et de capacité managériale à pouvoir anticiper les crises au niveau du pré-universitaire. Donc, si le président de la République peut trouver une solution, c'est à lui et cela relève de son pouvoir discrétionnaire. Donc, d'une manière ou d'une autre, la réponse à ma question est là. En tout cas, merci camarades. À très bientôt. Merci bien et à la prochaine fois. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce premier numéro de la semaine de Café Débat. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.